universitaire Jean-Pierre Orban, qui est aussi son éditeur et qui est donc à mes côtés. Alors, je vais d'abord vous présenter cet auteur, donc, qui n'est pas avec nous, mais qu'on va voir tout à l'heure en vidéo, d'où le petit fourmillement technique depuis tout à l'heure. Donc, Ngugi wa Thiong'o est né en 1938 à Kamirutu, dans un pays qui était alors la colonie britannique du Kenya. Il est le 5e fils de la 3e des 4 femmes de son père. Son père qui était un propriétaire terrien et un éleveur. Scolarisé dans une mission presbytérienne écossaise, Ngugi wa Thiong'o va ensuite fréquenter, à l'âge de 11 ans, une école indépendante et nationaliste. Son enfance est marquée donc par la colonisation et par la guerre, la Seconde Guerre mondiale d'abord, puis la guerre pour l'indépendance du Kenya, indépendance conquise en 1963. Ces 2 thèmes sont au cœur donc, du premier tome de ses mémoires, Rêver en temps de guerre, d'où ce titre. Et la vie de Ngugi wa Thiong'o sera ensuite marquée par la censure, la prison et l'exil à cause de ses pièces écrites dans sa langue maternelle, le Kikuyu, et qui dérangeaient le pouvoir. Alors pas le pouvoir colonial, puisqu'il a commencé à écrire une fois que le Kenya était indépendant, mais en fait le pouvoir kényan qui va être en fait néocolonial, comme c'est souvent le cas. Et donc lui, il va très vite s'opposer à cette manière de gouverner. En France, on connaît surtout Ngugi wa Thiong'o pour ses romans, écrits d'ailleurs en anglais, notamment Enfant ne pleure pas et Le blé jaillira et Pétales de sang, et pour son essai Décoloniser l'esprit, Decolonizing the Mind, qui est paru en 1986, donc il y a fort longtemps, mais qui n'a été traduit en français que assez récemment, en 2011, par Sylvain Prudhomme. C'était aux éditions La Fabrique. Et cet essai est très important pour beaucoup de gens qui s'intéressent aux questions de décolonisation, de colonisation, puisque dans cet essai, donc Ngugi, qui était écrivain, journaliste, dramaturge et qui ensuite a été universitaire, fait ses adieux à la langue anglaise. Donc, je vous propose de commencer cette rencontre en écoutant un entretien de 15 minutes avec Ngugi wa Thiong'o, qui vit en Californie, où il a mené une carrière qu'il continue d'universitaire. Il a créé et dirigé le Centre international de l'écriture et de la traduction à Irvine, en Californie. Il a aujourd'hui 84 ans. Et quand je l'ai interviewé donc, via Zoom, il se remettait d'un séjour à l'hôpital. Et donc, je vous préviens, parce qu'il peut paraître encore affaibli dans cette vidéo. Mais sachez qu'il m'a dit que ces entretiens étaient importants pour lui, car cela lui donnait le pouvoir de se battre et de continuer à vivre et à penser. Voilà. Jean-Pierre Orban, comme je le disais, donc, vous êtes écrivain, traducteur de l'anglais du néerlandais, universitaire. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS, où vous avez récemment dirigé le groupe de travail André et Simone Schwarzbart et mené aussi un travail de fond sur les archives de l'écrivain malien Yambo Wologem. Vous avez créé au sein des éditions Au vent d'ailleurs, donc, où sont publiées donc les mémoires, enfin le premier tome des mémoires, la collection Pulsation, donc, dans laquelle vous avez publié et co-traduit Rêver en temps de guerre, le premier tome des mémoires de Ngugi wa Thiong'o. Alors, je voulais savoir comment vous avez connu l'œuvre de l'écrivain kényan. Merci de cette présentation et merci de l'accueil, on m'entend, oui. Alors, c'est une bonne question et il faut que je remonte dans ma mémoire. Je pense que là où je me suis vraiment intéressé plus profondément à Ngugi, c'est j'avais une collection à l'Harmattan qui s'appelait L'Afrique au cœur des lettres et dans laquelle j'avais publié la traduction d'un ouvrage de James Curray, qui a dirigé pendant longtemps une collection très célèbre dans le monde anglo-saxon qui s'appelait African Rights, et chez Heinemann. C'est une collection mythique qui a publié Chinua Achebe et des dizaines d'autres, et d'ailleurs la traduction du devoir de vigilance de Yambo Wologem qui a déclenché tout le scandale en fait. Et voilà. Et James Curray avait écrit en quelque sorte, pas ses mémoires, mais l'histoire de la collection. Qui est un monument de tout ce qui était, ça s'appelait en anglais African Rights Back, et on avait traduit ça sous le nom de Quand l'Afrique réplique, et dedans, en fait c'est toutes les archives de la collection, et dedans il y avait Ngugi wa Thiong'o. Et
et en fait, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte, plus qu'avant, de l'ignorance dans notre monde francophone du monde anglo-saxon africain, enfin de la littérature africaine anglo-saxonne. Et j'ai voulu un peu, voilà. Et Ngugi wa Thiong'o, ça faisait des années, parce que sa personnalité, sa position dans la littérature et en Afrique me fascine. Et donc, ça faisait très longtemps que j'essayais de placer un livre, et en particulier ses mémoires, qui sont quand même, pour moi, une des meilleures entrées de son œuvre. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné, donc au-delà du fait de les publier, vous allez nous expliquer pourquoi, mais aussi de les traduire, enfin, comment ça s'est fait? Est-ce que dès le départ, c'était sûr que si vous publiez le premier tome de ces mémoires, il fallait que vous ayez aussi un rôle dans la traduction? Non, alors ça c'est c'est un peu les coulisses de l'édition. Je ne vais pas entrer trop dedans, mais voilà, j'ai essayé de placer ces mémoires dans plusieurs maisons d'édition, et ça explique aussi la méconnaissance de Ngugi wa Thiong'o dans notre monde francophone. Et puis, j'avais cette collection dont vous avez parlé, Pulsation. À un moment donné, la maison d'édition Vendailleurs a connu certaines difficultés. On a ralenti. Et puis, quand on m'a demandé de reprendre, j'ai dit oui, mais à condition que le premier titre qui vienne, ce soit les mémoires de Ngugi wa Thiong'o. Et c'est comme ça qu'on l'a publié. Alors, il n'était pas prévu que je me plonge dans la traduction. On a eu une première traduction qui, et on en reparlera peut-être, disons, c'était excellent, sauf que ça ne correspondait pas à mes yeux, en tout cas, et à ceux de l'éditrice, à ce que elle langage la langue de Ngugi wa Thiong'o, et c'est très très important. On va l'entendre, et puis on en reparlera, parce que pour moi, sa langue est politique au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'il écrit, c'est un conteur d'abord, et puis il écrit pour son peuple, en fait, et non pas selon une doxa, et voilà. Et donc il fallait que, et en français on n'a pas cette habitude-là, on est plus léché, enfin en général, et donc il fallait, à mes yeux, qu'on restitue cette couleur de la langue et cette approche de la langue particulière chez Ngugi. Et donc j'ai repris tout en retravaillant selon ces critères. Voilà. Et je dis dans un article du Matricule des Anges que si l'écriture est politique en général, et chez lui en particulier, la traduction qui doit suivre doit l'être aussi politique, au sens très large du terme. Comment justement dans cette traduction, d'ailleurs, de ce que vous expliquez, le côté il écrit pour son peuple, comment ça définit la relation que lui a avec du coup ces deux langues d'écriture qui sont le Kikuyu, donc qui est sa langue maternelle, et l'anglais qui est la langue d'écriture de ses mémoires. Qu'est-ce que ça raconte de son rapport à la politique et aussi de son rapport à ce que c'est que l'écriture? Oui, alors là, on est au cœur de Ngugi, et on le verra dans l'entretien que vous avez mené avec lui. Donc, on ne va pas trop répéter. Il explique bien ce rapport-là et comment c'est intervenu dans sa vie. En très bref, donc, et je crois que vous l'aviez dit, à un moment donné, il est emprisonné pour ses prises de position politique contre le pouvoir néocolonial kényan après l'indépendance, mais aussi parce qu'il mène dans cet esprit politique, il mène une espèce de théâtre d'action avec des villageois dans la langue Kikuyu. Et donc, il est arrêté après. Il fait quand même 1 an de prison dans une prison de haute sécurité. Et on verra ces mots parce qu'ils sont très forts. Comment c'est possible que je sois emprisonné par un gouvernement africain pour parler une langue africaine? En fait, c'était pas que ça, mais c'était aussi ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il le dit, il écrit dans sa langue, il décide d'écrire dans sa langue Kikuyu.
Et c'est une vraie prise de position forte et courageuse, puisque, comme il le dit aussi, il y a peu d'éditeurs en langues africaines, et ça le coupe d'un lectorat international. Bon, il se fait que, et ça je pense qu'il ne le dit pas dans la... où il le dit, je ne sais pas, mais il écrit à partir d'un certain moment, et dans Décoloniser l'esprit, Decolonizing the Mind, il explique qu'il fait l'adieu à la langue anglaise, et il explique dans la vidéo pourquoi, et il écrit en kikuyu. En fait, après un moment, il écrit seulement ses romans, enfin il abandonne l'écriture kikuyu pour ses essais, il explique pourquoi, mais il écrit en tout cas, et il continue à écrire ses romans et toutes ses œuvres créatives en kikuyu, et qu'il les traduit lui-même en fait. Et d'ailleurs, il y a 1 an ou 2, il était nommé au Booker Prize, ou l'International Booker Prize, non, je crois que c'était le Booker Prize, à la fois comme auteur et comme traducteur pour le même bouquin, en fait, le dernier qui est The Perfect Nine. Voilà, je cherchais le titre tout à l'heure, et qui est une espèce d'épopée de son peuple kikuyu. Et donc sa langue, son rapport son choix est un choix politique, un choix très très profond. Il l'explique vraiment avec des mots très forts, et donc il parle vraiment à son peuple, et je pense que pour écrire surtout ses œuvres créatives, il faut qu'il soit se réinscrivent dans cette langue, en fait, qui est la langue au sens propre maternel, en fait. C'est une question de chair. C'est moi comme ça que je l'interprète. Ça passe par son corps, ça passe par ses sensibilités, par tous les pores de sa peau. Et il est malgré ses plus de 20 ans d'exil, puisque c'est presque 40 ans d'exil, il revient, comment dire, le Kenya et son peuple et sa région sont vraiment inscrits dans sa chair, en fait. Alors justement, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que dans cette traduction, on sente presque du coup qu'il s'adresse à son peuple, donc du coup dans la langue kikuyu, qui pourtant n'emploie pas, enfin c'est un peu compliqué. Donc comment on fait? Alors racontez-nous comment on travaille ça, comment on aborde la traduction d'un tel texte en ayant tout ça en tête. Quel a été votre travail préparatoire? Quelles ont été vos difficultés, les solutions? Est-ce que vous avez beaucoup échangé avec lui? Alors, on n'a pas beaucoup échangé avec lui sur la traduction. Le processus, en gros, c'est qu'il y avait donc cette première traduction, et que, alors, il faut aussi dire que la co-traductrice des mémoires, et qui avait fait cette première traduction, est une très bonne connaisseuse à la fois du Swahili et du Kikuyu, donc, et qui est une très bonne connaisseuse de Ngugi. Donc ça a aidé. Ensuite, quand on a repris cette traduction, il y a eu il y a eu des questions, parce que il y a à la fois la langue kikuyu qui se sent à travers l'anglais, et on peut expliquer après pourquoi il écrit ses mémoires en anglais. Il aurait pu les écrire en kikuyu, mais il y a une raison particulière. Mais comment dire, il y a le kikuyu, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais et donc il y a aussi son art du récit. Et ça, c'est c'est pas particulier à lui, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a une vidéo, si vous allez sur Internet, une vidéo où il lit un des chapitres les plus significatifs des mémoires, où il raconte comment le soir à la veillée, ses mères, et en particulier une, puisqu'il dit ses mères, puisque même ses mères, pas la mère de chair, mais les autres, il les appelait mères. Enfin, il y a c'est très bien expliqué, une espèce d'anthropologie dans ce livre sur ces rapports familiaux. Mais il y a ce chapitre-là qui est très significatif. Il le lit en anglais, il lit l'original en anglais, et on sent tout l'art du conteur, en fait, avec tous les effets du conte à la veillée. Enfin, voilà. Et donc, c'est un
un livre qui passe, qui a des ruptures de ton, des ruptures de temps, donc qui passe du présent au passé simple, enfin au prétérit en anglais, et donc tout ça, normalement, en français on lisse tout, en fait on passe tout soit au passé simple, soit à l'imparfait, et donc il fallait restituer ces ruptures bizarres parfois de ton, qui ont leur signification, et puis chaque fois, alors ça c'est le travail, c'est chaque fois, enfin moi quand je reprenais la traduction, chaque fois que j'étais devant quelque chose qui semblait être une sorte d'impasse, en disant mais voilà, on ne peut pas traduire, au lieu de passer à côté, c'est l'image que moi je me suis donnée, au lieu de passer à côté du mur ou passer au-dessus, je creusais en me disant s'il a écrit comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et ça, on est en plein dans la traduction là. Et donc, je prenais un certain temps, un temps parfois important, pour me dire, voilà, je vais dire, et en plus, c'est une écriture de l'understatement, c'est une écriture de l'euphémisation, donc c'est pas dramatique, il n'y a pas de grands mots, c'est toujours au niveau aussi de regard d'un enfant. Et donc, il fallait revenir à ça. Et donc, je donne des exemples. Par exemple, au lieu de dire énoncer, je remettais à parler, enfin, le mot parler. Je ne sais pas, une perte, c'est un trou dans le cœur, je gardais ça, etc., etc. Au lieu de mettre inscrire, on remettait gravé dans la mémoire. Enfin, tout le concret, le matériel devait reprendre sa place. En fait. Alors, on vous a fait pas mal de teasing sur cette vidéo et maintenant, elle est là. Alors, c'est parti, hein. Je crois. C'est bon, là. Non, même pas. Ok. Alors, c'est pas grave. Donc tout à l'heure, on vous a aussi beaucoup parlé de décoloniser l'esprit. Donc cet essai très important qui a été publié en 1986 en anglais et dans lequel donc, il fait ses adieux à la langue anglaise et qui a été publié seulement en 2011 donc, par Sylvain Prudhomme aux éditions La Fabrique. Pour qu'on comprenne aussi, puisqu'on va parler de la réception de Ngugi wa Thiong'o, du fait qu'il soit nobélisable et que pourtant il n'est pas forcément très lu en France, quel a été le retentissement de l'essai Décoloniser l'esprit, où il fait ses adieux à la langue anglaise au moment de sa parution en 86, et comment expliquer qu'il ait mis autant de temps à être traduit en France, et quel a été du coup son retentissement en France dans les années 2010? Alors, je crois que décoloniser l'esprit a été un moment important pour la réception, enfin important relativement pour la réception de Ngugi en France, aussi parce que c'était Sylvain Prudhomme qui est un écrivain reconnu qui s'en est chargé, et puis aussi à La Fabrique qui a cette image de combative, donc ça a été important, et puis parce que c'est une espèce de manifeste important, décoloniser l'esprit, où il explique cette prise de position qui est pas courante en fait, y compris dans le monde anglo-saxon, africain anglo-saxon, anglophone. Donc en fait ça a aidé, mais ça est resté quand même dans des sphères intellectuelle, littéraire assez réduite. La réception de Ngugi en France ou dans le monde francophone, parce qu'il ne faut pas qu'en France, mais ça repart souvent de la France, elle est pour moi étrange et sans doute
explicable par différentes raisons, de différentes raisons. En fait, si on prend l'histoire, dans les années, à la fin des années 80, il y a eu deux ou trois ouvrages romans qui ont été traduits chez Hatier, chez, je crois que le premier Julliard. Voilà. Et puis, il y a un creux pendant 20 ans où on ne parle plus et on ne publie plus Ngougi en français. Et puis voilà. Et puis, il y a Philippe Rey qui publie l'Afrique libre, et puis Décoloniser l'esprit. Décoloniser l'esprit a été un petit tournant quand même. Reste que Ngougi, alors que dans le monde anglo-saxon, mais pas que dans le monde anglo-saxon, enfin, c'est quelqu'un qui a eu parmi les plus grands prix internationaux. Et quand moi je me souviens, dans la première fois où Ngougi a été dans les paris bien placés, dans les paris anglais pour le Nobel, je me souviens d'un article, enfin pas un article, c'était sur son blog de Pierre Assouline, et en disant il y a aussi Ngougi ou Thiong'o dont j'ai jamais entendu parler. Voilà, disant mais qui c'est ce bonhomme. Voilà, et c'est resté un peu comme ça. Et ce fossé, cette différence entre sa réception et sa place dans le monde anglo-saxon, pas qu'africain, et allemand, germanophone, etc., et l'ignorance de Ngougi dans le monde francophone est quelque chose qui m'étonnait, me désespère, moi, j'ai certaines explications, mais qui tiennent à moi. Je les donnerai après si on veut, mais voilà, alors, Rêver en temps de guerre, les premiers tomes, j'espère change un peu la donne, je crois un tout petit peu. Ça reste que c'est dans une maison d'édition modeste quand même si de qualité évidemment, mais est-ce que ça va changer les choses? J'en sais rien. Alors si, dites-nous vos suppositions, enfin vos hypothèses. Alors les hypothèses, voilà, les hypothèses, c'est la même chose pour le Nobel. Donc, alors vous savez que l'année passée, c'est Abdul Razak Gurnah qui a eu le Nobel. Tout le monde, enfin beaucoup, pensaient que c'était le moment où, après combien d'années, Christiane, après le Nobel de Ole Schunka, donc il y aurait de nouveau un écrivain africain noir, parce qu'il faut le dire noir, parce qu'il y a eu des auteurs africains, sud-africains, mais qui étaient Coetzee, Gordimer, qui étaient blancs. Enfin, ça a son importance. Et on se dit, bon, mais il va y en avoir un. Donc voilà, et tout le monde, enfin, dans le monde littéraire des africanistes, on disait, ben ça, il y a quand même pas mal de chances que ce soit Ngougi. Il se fait que c'est tombé à côté. Moi, je dis que l'Académie suédoise à l'ancienne fléchette est tombée à côté. C'est très très bien parce que Gurnah est un excellent, un magnifique auteur, donc c'est très très bien que ce soit lui. On pensait Ngougi parce que Ngougi a quand même une place qui correspond, une position qui correspond un peu à l'espèce d'humanisme qu'a souvent le jury du prix Nobel, l'Académie suédoise, une position politique, etc. Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord que si vous lisez Ngougi en français et surtout en anglais, il faut le lire d'abord en anglais si vous pouvez, c'est qu'il a cette écriture qui est celle faussement simple, mais qui est simple et qui n'est pas académique, voilà, qui n'est pas selon les critères. Si on prend Gurnah Gurnah a une écriture qui est beaucoup plus anglaise, britannique en fait, même s'il parle d'extraits de sujets africains. Il y a ça, il y a ça. On va le voir, hein, s'il n'a pas l'image d'un écrivain. Il y a aussi le fait qu'il écrive dans cette langue, dans les langues en kikuyu. Tout ça fait qu'on le positionne comme quelqu'un qui est un écrivain kényan, voilà, lié à... Voilà, c'est une des explications.
Est-ce que la position de Ngugi wa Thiong'o, le fait justement qu'il veut plus, qu'il a décidé de faire ses adieux à la langue anglaise et qui continue à écrire quand même en anglais, donc on revient, vous avez dit on en reparlera plus tard, hop. Effectivement, il continue à écrire une partie, même après ce livre Décoloniser l'esprit, il continue à écrire une partie de son œuvre en anglais. Est-ce que c'est une position isolée ou est-ce qu'elle est répandue parmi les auteurs africains anglophones qui, on comprend bien, sont obligés de jongler aussi avec des contraintes, des réalités du marché éditorial qui les dépassent et qui dépassent aussi leurs convictions avec lesquelles ils doivent composer? Oui, en fait, il devrait répondre. Il y répond. Il a des mots assez durs vis-à-vis de ses pairs, PAIRS, qui écrivent en anglais. Alors la question du partage, il y répond aussi, mais on peut compléter ce qu'il dira, mais je dirai après. Pour ce qui est et il explique aussi pourquoi écrire en anglais, surtout pour des essais. Alors lui a fait le choix à un moment donné d'écrire ses œuvres créatives en kikuyu, puis de les traduire lui-même en anglais, et puis de faire ses essais et ses articles. Et souvent, ces essais ont aussi pour origine des articles ou des conférences, des positions qu'il a en public. Et comme il l'explique, il est aux États-Unis, faire une conférence en kikuyu aux États-Unis, ça risque de ne pas avoir un grand public, en fait. Mais il a été quand même très loin, parce que ça, il ne le dit pas, mais après Decolonizing the Mind, il a dit, mais j'écris en kikuyu même mes articles universitaires. Sauf que il a publié, il a publié des articles scientifiques à Harvard, dans des revues à Harvard en kikuyu, qui évidemment c'était limité. Et voilà, donc il s'est dit à un moment donné, il a même créé une revue scientifique en kikuyu aux États-Unis. Sauf que bon, le public était assez réduit, donc il s'est dit quand même, voilà. Les mémoires, c'est encore autre chose, ça il le dit pas, mais en fait, au départ, il a écrit ses mémoires pour ses enfants qui sont nés aux États-Unis. Il a plusieurs enfants, dont deux écrivains, deux enfants écrivains, dont un vient d'avoir un prix important. Et voilà, donc c'est pour lui, mais voilà. Ces enfants qui ne sont pas allés au Kenya, je crois, et qui ne parlent pas le kikuyu. Voilà, qui ne parlent pas sûrement le kikuyu, qui sont des anglophones, des Américains, pas pur jus, mais presque. Voilà. Donc il voulait voilà. Et donc il a écrit, et c'est aussi un homme... un homme de la famille, en fait. Il est très lié à sa famille. Et je donne juste une anecdote, c'est que pendant des années, j'ai essayé de publier plus, de faire publier plus de Ngugi. Donc je lui disais, bon, est-ce que vous n'avez pas un petit texte qui pourrait se glisser quelque part? Et il m'avait envoyé une nouvelle qu'il avait écrite pour un de ses petits-enfants, en fait, sur Michael Jackson. Enfin, c'est assez amusant. Mais voilà, il écrit aussi pour sa famille, pour les siens, et à nouveau, c'est le même esprit. Il écrit pour son peuple, il écrit pour sa famille, il écrit pour les siens, etc. Et voilà. Alors après, les langues, la question des langues africaines, c'est une question vaste, et dans le monde francophone, ça a été débattu. En fait, des gens comme Boubacar, Boris Diop écrivent en Wolof, publient en Wolof, mais il y en a quand même peu, et pour différentes raisons. Un, parce qu'on écrit dans la langue du maître, voilà, et ça me fait penser à cette phrase de Senghor, que le français est la langue des dieux. C'est quand même quelque chose d'incroyable, parce que on met le maître colonial au niveau de Dieu, en fait. Donc c'est contre ça que se bat Ngugi. Après, les conditions matérielles, vous l'avez dit, il y a peu de maisons d'édition en langues africaines, mais ça fonctionne. Sylvain Prudhomme
dans un article de Libé, des années après qu'il ait traduit Decolonizing the Mind, il va au Kenya et il essaye de voir quel est l'impact de Ngugi au Kenya, enfin à Nairobi. Et il parle aux gens dans la rue, et puis au taxi, est-ce que vous connaissez? Et ils l'ont lu en Kikuyu. Donc ça a une vraie fonction, c'est que le lectorat n'est pas le même. On écrit en anglais pour le public, pour le lectorat intellectuel, bourgeois en gros, hein, et on écrit en Kikuyu, en l'occurrence en Kikuyu, pour un lectorat qui est plus populaire. On essaye ? Alors justement, pourquoi, à votre avis, a-t-il souhaité écrire ses mémoires en anglais? Enfin, est-ce que c'est un souhait ou est-ce que ça a été par défaut? Alors, il n'est pas. Et d'ailleurs, je pense que il reste un peu. Il y a une espèce de. Sans doute de décision un peu irrationnelle en disant voilà, j'écris. Et sans doute qu'il l'écrivait au départ pour sa famille, en fait, parce qu'il restitue toute la généalogie, en fait. Voilà, en disant l'oncle. Et parfois, d'ailleurs, on a l'impression d'être dans un récit intime avec sa famille, en disant bon, la tante, un tel, c'est pas très important en fait. Voilà, c'est un mélange de, c'est assez intéressant ces mémoires-là, surtout dans les mémoires d'enfance. Parce qu'il y a vraiment des niveaux différents. Il y a la grande histoire qui est terrible, l'histoire coloniale, l'histoire de la répression de la rébellion Momo, dont ils étaient au cœur. Il y a l'histoire familiale, il y a un niveau anthropologique, comme je le disais, etc. Donc je pense qu'il écrivait pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et puis voilà. Alors il justifie. Alors pour les essais, c'est très clair. Voilà. Et puis c'est ça. En fait, j'imagine aussi que ceci s'adresse plus à un public étranger, alors que ses œuvres créatives, il restitue l'histoire de son peuple. Voilà. The Perfect Nine, c'est l'histoire de. Il donne à son peuple une épopée qui est l'histoire de Kikuyu, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est étrange parce qu'il écrit en anglais pour ses petits-enfants qui comprennent pas le Kikuyu, mais aussi pour un public plus large. Et en lisant Rêver en temps de guerre, on se dit à la fois, il y a quelque chose de très intime, etc., mais aussi quelque chose où vraiment il est très généreux sur vous faire rentrer dans comment est organisée la parcelle, les différentes mamans, les travaux des champs, voilà, comment les différentes étapes de la colonisation, des guerres, puis de la décolonisation ont influencé sur sa vie. C'est très précis. Donc vraiment, c'est une porte d'entrée, je trouve, extrêmement rare et précise, en fait, dans le Kenya de cette époque. Donc finalement, il tient par la main en même temps ses petits-enfants et des lecteurs français qui ne connaissent pas du tout. Ça, c'est assez rare, il me semble. Ouais. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai été étonné à la réception du livre, le nombre de gens qui ne connaissent rien. Bon, c'est normal, hein, j'ai aucun reproche à ça, mais qui connaissent rien à l'histoire de la colonisation au Kenya et dans l'Afrique anglophone, et en particulier au Kenya où ça a été très très dur. Et voilà, on ne connaît pas, et donc c'est vrai que c'est une porte d'entrée exceptionnelle pour son œuvre, parce qu'il explique aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'il explique comment il apprend comment il naît son envie d'écrire aussi, comme enfant en fait, et comment son rapport à la langue anglaise, et puis son rapport à la lecture, aux livres qu'il trouve. En fait, sa mère était analphabète, je veux dire, c'est espèce de miracle. Plusieurs de ses frères n'ont pas. C'était lui qui a été le plus loin dans les études, et parce qu'il était brillant, donc il a été accepté dans un lycée qui prenait que les meilleurs élèves, et puis il a été à l'université d'Ouganda, à Makerere, en Ouganda, donc parce que l'université était là. Enfin bref, mais c'est tout un parcours qui
qui n'est pas évident, qui est un parcours miraculeux en quelque sorte. Et ça, c'est le début de la naissance de l'écrivain. Et ça, c'est important aussi. Et c'est une entrée à lui, à son œuvre, à comment on commence à avoir envie d'écrire et de faire de la littérature quand on est dans un milieu qui est complètement étranger à ça, et l'introduction par la petite porte à l'histoire. Oui, il y a cette scène où sa mère, en fait, lui dit «Est-ce que tu voudrais aller à l'école?» Et ça, il en reparle aujourd'hui et ça lui fait monter des larmes aux yeux. Et puis, il y a aussi ce moment où il apprend à lire. Donc, et finalement, c'est vrai qu'il est dans une tradition très orale où, en fait, les histoires se racontent ensemble. Et donc là, le fait d'apprendre à lire, c'est quelque chose qu'il extrait et quelque part, après, qu'il le met sur les rails de l'écriture. Pour la réception, en France, vous disiez effectivement que... Donc, il a commencé à être publié des années 60 aux années 80, puis ensuite donc, les romans, puis ensuite il y a eu des essais, et tout ça chez plein d'éditeurs. Alors j'ai fait un petit listing, il y a Passage, Présence africaine, Julliard, Hatier, qui avait une collection qui s'appelait Monde Noir, je crois, Philippe Ray. Et donc cette œuvre traduite est publiée de manière très éparpillée, souvent dans le désordre total de la chronologie. Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu dommage en fait quand on se rend compte que quelqu'un est un écrivain avec une œuvre, de voir une bibliographie pareille. C'est de la faute de personne, mais c'est vrai qu'on aurait envie que quelqu'un reprenne les choses et les fasse bien, quoi. Oui, je pense, je sais pas, je pense aussi que les ouvrages qui ont été traduits et publiés en français n'ont pas eu le succès qui fait que ça enclenche, ça pousse l'éditeur à poursuivre. Je pense que c'est vraiment ça. J'espère qu'à un moment donné, on remette tout ça dans l'ordre, on publie espèce de... J'aimerais d'abord qu'on publie les 2 prochains volumes de ses mémoires, donc ça c'est important, et qui est à la fois à nouveau une vraie porte d'entrée à son œuvre, et puis qu'on refasse, oui, un jour avoir une espèce de volume de ses œuvres complètes, parce qu'il y a la cohérence